vous le savez, c'est tout simplement la poursuite de la rencontre d'hier, la réunion du mois de juillet, soit celle du 6 juillet. On est en ajournement. On a dû faire l'ajournement pour la présentation des états financiers et pour répondre aux règles de la loi pour la présentation qui doit se faire dans une réunion municipale du mois et pour la disponibilité aussi de notre vérificateur autrement externe pour les rapports financiers qui étaient disponibles aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous, Madame la conseillère, Monsieur le conseiller, Madame Castillo, Madame Lina Castillo, Monsieur Berthelot. Merci. Bonsoir. Et naturellement, aux citoyennes et citoyens qui se sont déplacés ce soir pour entendre la présentation du rapport financier et le rapport du maire, naturellement. Et je vais juste faire une nomenclature du reste de l'ordre du jour là, pour la reprise de l'ajournement. Soit au point 26, le dépôt et présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, c'est ce que je mentionnais tantôt. Ensuite, au point 27, rapport du maire, les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 28, période de questions sur le rapport financier et du rapport du vérificateur. En fait, c'est pour permettre à la population, là, ceux qui sont ici, de poser certaines questions, mais dès la présentation, après que la présentation est faite par le vérificateur externe, M. Daniel Berthelot, probablement que lui quittera, mais avant de quitter, il va répondre aux questions qui pourront être posées. Et ça me ferait plaisir à ce point-là, un petit peu plus tard, à la période de questions, point 28, de répondre aux autres questions. Ensuite, au point 29, affectation du surplus accumulé pour le matériel roulant, 100 000 $. Et au point 30, affectation du surplus accumulé, projet de réfection sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S, 350 000 $. Et au 31, la levée de la séance. Je prendrai quand même un proposeur pour reprendre la réunion. Nathalie propose. Donc, Mme Nathalie Castillo propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu au point 26, mais juste avant d'aller au point 26, je ne voudrais pas faire perdre de temps trop, mais il y a un communiqué de presse qui est parti aujourd'hui pour les médias. C'était pour annoncer un nouveau festival à Passepébiac qui va s'appeler la Quatorzaine. Donc, ça va permettre aux gens de voir 14 activités différentes à chaque jour, pendant 14 jours, gratuitement, culturelles, sociales ou sportifs. Et donc, naturellement, il va falloir respecter les mesures sanitaires comme la santé publique le recommande. Là. Mais ça va être un peu partout sur le territoire de la ville de Passepébiac, soit le secteur de la plage, le parc de la bibliothèque, autrement dit le terrain, le complexe sportif, le centre culturel et le site historique national de Passepébiac. Donc, il y a différentes activités vraiment intéressantes, mais je vais aller rapidement, parce que je ne fais pas tous les détails. Mais il va y avoir des soirées, des journées de danse, il va y avoir des cirques qui vont venir ici, Cirque Les Deux de Pique, les filles vagabondes pour un atelier d'art, des danses en ligne avec M. Daniel Hort, Chantal Hort aussi éventuellement, tournoi de washer aussi, qui va être donné par le Festival du Crabe, soirée dansante avec Chantal, j'ai dit Chantal Hort tantôt, mais Chantal Castillo, désolé. Aussi des pique-niques musicales sur l'herbe avec M. Serge Champagne, Mme Dania Parisé, le cardio-plage avec Manon Lebrun, donc les filles vagabondes avec Annick Loisel et Jessica Terrero-Gagné, et aussi Is et O à la compagnie de cirque Le Gros Orteil, du ciné-piano, c'est un roman avec Roman Zavada. Et ensuite, il va y avoir encore une répétition de certains thèmes. Donc, on invite la population. C'est vraiment une fête là, qui va être intéressante à voir. C'est nouveau. C'est la première édition. Puis, n'oubliez pas que le 1er août, je vous fais un clin d'œil à ceux qui organisent la journée de la famille, le 1er août. Vérifiez vos Facebook, puis le site Internet de Passepébiac, il va y avoir des annonces, tout ça. Vraiment une fête de la famille aussi, et qui va venir tout de suite après ça. Donc, il se passe de belles choses à Passepébiac, puis il faut que ça continue. Donc, félicitations à ceux qui s'impliquent. C'est important parce que sans l'implication, même s'il y a un peu d'argent à travers, on n'a pas grand-chose. Donc, merci à tout le monde. Point 26, je vous laisse la parole, M. Berthelot. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Les états financiers que je vais vous présenter ce soir
ce n'est qu'un sommaire de ce qu'on vient vérifier et ce qu'on présente au ministère des Affaires municipales. Le document, il y a comme 70 pages, là. Alors, mais on extrait les pages qui, de notre avis, sont les plus importantes pour être en mesure de bien saisir la situation financière de la Ville. Alors, l'État est accompagné d'un rapport d'audit qui est standard, qui rappelle que la responsabilité des états financiers, elle incombe à la direction, au conseil de la direction de la municipalité. Notre responsabilité comme auditeur, c'est d'exprimer une opinion, à savoir si, oui ou non, ces états financiers-là présentent fidèlement la situation financière de la Ville. Et le document, comme je vous dis, ou le rapport, il est standard, et la conclusion, c'est qu'effectivement, ces états financiers-là sont conformes à la situation financière de la Ville au 31 décembre 2020. Alors, on va voir 4 pages ensemble. Le premier, ça va être un état des revenus et dépenses qui est présenté de façon comparative de 1. Alors, on va comparer le budget avec le réel de l'année 2020 et à l'extrême droite, c'est l'année 2019. Alors, les revenus, et là, je ne sais pas si vous voyez bien à l'arrière, c'est un petit peu loin ou pas? Ça va? Alors, le budget que la municipalité ou la Ville avait adopté à quelque part au mois de décembre 2019 était d'un montant de 5 964 000. C'était, au niveau des revenus de taxes, 4 042 000. Des tenants lieux de taxes sont des taxes payées par la polyvalente CLSC, les immeubles du gouvernement. Ça, il y en avait pour 267 000 de prévus. 553 de transferts, qui est des subventions, en fait, des services rendus pour 453 et des revenus autres pour 648. Alors, globalement, on en a eu un petit peu moins. Les revenus totaux s'élèvent à 5,7 millions, 576. Au niveau des revenus de taxes, il y a eu à peu près la même chose, 4 050 000, un petit peu plus en tenant lieu de taxes, 274. 788 pour des subventions, il y a eu plus de sous. La municipalité ou la Ville a reçu 160 000 de subventions COVID et il y a une cinquantaine de mille aussi de subventions de prise en charge du réseau à comparer avec le budget qui avait été adopté. Il y a eu un ajustement à cette subvention-là qui n'avait pas été prévu au budget. Alors, c'est ce qui explique l'écart pour se rendre à 788. Services rendus 315. Alors, dans notre période COVID, beaucoup moins d'activités au niveau des spectacles, entre autres, beaucoup des fêtes et des festivals. Donc, tout ça a chuté. Alors, il y a un 100 000 de revenus de moins pour 315 de total et revenus autres 337. Alors, un petit peu moins de revenus, mais quand on regarde au niveau des dépenses, un petit peu plus loin, un petit peu plus bas, excusez-moi, sur la page, on voit à mi-page, on avait prévu 5,3 millions 96, il y en a eu pour 5 004. Un petit peu plus au niveau de l'administration générale, pour 988 000. En sécurité publique, qui comprend la police et la sécurité incendie, ça a coûté 400 000, on avait prévu 418. En transport, ça a coûté 1 247 000. La Ville avait prévu 1 344 000. En hygiène du milieu, qui comprend l'aqueduc, l'égout, le recyclage et les ordures, alors tout ça, on avait prévu 785 000. Ça a coûté 739 000. 33 000 en santé et bien-être, c'est les dépenses de l'ONH. Aménagement urbanisme, 118 000. En loisirs et culture aussi, on avait moins de revenus au niveau des activités, mais moins de dépenses aussi. Alors, ça a coûté 1 139 000 sur un budget de 1 262 000. Alors, pratiquement 130 000 $ de moins de dépenses. Et en frais de financement, 335 000. Alors, tout ça, quand on fait le net des revenus et des dépenses, avant certains éléments qui sont dans le bas de la page, ça nous amenait avec un excédent de 762 000. Et là, on ajoute et on enlève quelques éléments, soit des produits de cession de biens. La Ville a cédé des actifs à un organisme qui s'appelle CGR pour 349 000. Il y a eu des remboursements de prêts pour 685 000, des investissements pour 131 000 et des affectations d'excédent, un déficit accumulé pour 239 000. Alors, quand on fait le net de tout ça, en 2020, revenus moins dépenses, on est en surplus, alors un excédent de 546 455. À titre de référence, l'année passée, le surplus était de 243 841.
Alors, cette page-là, c'était réellement l'année, excusez-moi de vous tourner le dos, madame, mais l'année 2020, revenus dépenses. À la page suivante, c'est un petit peu le même principe, mais au lieu de se limiter à 2020, c'est les taux accumulés. Alors, on va aller voir, et là, je vais demander de poser les yeux sur la troisième colonne. Au début de l'exercice 2020, la municipalité avait un surplus ou un excédent accumulé de 809 000. Ça veut dire, c'est la somme des bons et des mauvais coups depuis le tout début de l'existence de la municipalité. Alors, on avait réussi à cumuler 809. On ajoute le 546 de l'année et on enlève un montant de 300 000 qui avait été affecté à même le surplus pour équilibrer le budget de l'année 2020. Alors, indirectement, là, à l'intérieur du 546, il y avait un 300 000 qu'on était allé puiser pour rééquilibrer. Alors là, il revient, lui, dans le surplus. Alors, l'enrichissement, on va l'appeler comme ça, net de la ville pour l'année 2020, ça va être de 246 000 qui s'ajoute aux 809 pour faire passer le surplus accumulé ou l'excédent accumulé à la fin de l'exercice à 1 055 000. Alors, 500 000 en 2020, 1 055 000 cumulatif total. Les deux premiers états, le résultat et l'excédent accumulé. Mon troisième, c'est le bilan. Alors là, on ne va plus donner revenus et dépenses. On prend une photo au 31 décembre de ce que la municipalité avait comme actif. Je change de page. Et comme passif. Alors, au 31 décembre, dans le compte de banque, il restait 1 043 000. Il y avait des débiteurs, des subventions à recevoir, puis des taxes, des TPS, TVQ. Il y en avait pour 6 750 000. Dans ce 6 millions-là, le montant paraît énorme, là, c'est qu'on a une subvention de 4,1 millions qui est à recevoir pour payer la dette. Alors, depuis quelques années, le gouvernement, il nous donne plus de subventions. Ils disent, va emprunter, puis quand tu seras le temps de faire tes paiements, on va payer nous autres les... Alors, la dette, on la retrouve au livre, vous la voyez un petit peu plus bas, là. Il y a une ligne qui s'appelle dette à long terme. Il y en a pour 12 476 000. Si on était, en vertu des règles d'avant, quand les gouvernements nous subventionnaient au fur et à mesure, il y aurait 4 millions de moins en haut, puis j'aurais aussi 4 millions de moins à la ligne dette à long terme, là, pour une part nette pour la ville ou les contribuables de la ville, aux alentours de 8,4 millions. On va le voir à la page suivante. Alors, toujours au niveau du bilan, la municipalité ou la ville avait des comptes à payer, bien sûr, au 31 décembre pour 1,3 million. Des revenus reportés pour 28 000. La dette, on l'a vu tantôt. Et à ça, on ajoute les immobilisations au montant de 28 millions. C'est au coût non amorti. Des propriétés destinées à la vente, puis autres actifs financiers. Alors, quand on fait le cumul de tout ça, la municipalité ou la ville, encore une fois, à la fin au 31 décembre, là, avait comme avoir, de un, son excédent accumulé d'1 055 000. On avait aussi des réserves financières et fonds réservés pour 157 000. Ça, c'est des sous qui ont été mis de côté il y a quelques années déjà dans ce qu'on appelle un fonds de roulement. La ville a mis, je crois que c'est 180 000 ou 190 000 à peu près. Et quand on a des dépenses en immobilisation, on peut aller emprunter. Monsieur le maire, 200. Alors, 200 000, là-dessus, au 31 décembre, il y avait 157 000 qui étaient encore disponibles. Fait que si, à un moment donné, on a besoin d'un camion, ça coûte 60 000 $, on peut aller l'emprunter là, puis le rembourser sur la règle du maximum de 5 ans. Alors, au global, dans les faits, tantôt, on dit 1 055 000, mais on doit ajouter cette petite réserve-là, comme on va l'appeler, de 150 000. Pour clore le bilan, on retrouve les dépenses constatées à taxer ou à pourvoir dans le futur pour 163 000, le financement d'investissements en cours, puis les investissements nets dans les éléments d'actifs à long terme. C'est des notions qui sont un petit peu complexes. On n'ira pas plus loin que ça, mais retenez là, simplement pour la bonne compréhension. Si on était limité dans le temps, pour comprendre juste quelques éléments, c'est le surplus de l'année, le surplus accumulé, la dette qui est à la charge de la ville, qui est aux états financiers, est de 12,4, mais il y en a 4 millions là-dessus qui est remboursé par le gouvernement. Alors, ça résume là, un peu rapidement, mais c'est les éléments principaux. Puis, la dernière page, dans la page suivante, je reprends les éléments au niveau de
dette à long terme avec la dette totale qui est de 12 540 000. On enlève les frais reportés liés à la dette pour 63 000. Alors la dette nette, 12 476 000. Et là, on vient préciser que le gouvernement du Québec va ramasser 4,1 millions de cette dette-là. Les organismes municipaux, 4 000 pièces. Et là, vous me corrigerez, M. le maire, c'était une portion de dette payable par les municipalités voisines pour... Oui, concernant le camion citerne. Le camion incendie. Oui. Alors, il reste 4 000 pièces à payer, qui sont payées par les autres runes. Et pour l'ensemble des contribuables de la ville, là, alors 8 428 000. Alors, ça fait un tour, comme je vous disais, le document initial, là, il est comme ça, mais ça fait un tour des principales pages qui nous permettent de bien comprendre dans un délai raisonnable la situation financière de la ville au 31 décembre. Donc, messieurs les conseillers ou mesdames les conseillères, est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation des états financiers ou des décisions que vous aimeriez on vous a déjà répondu tantôt dans la table de travail, mais que vous aimeriez que la population sache un peu le détail. Je pourrais prendre la parole, M. le maire. Oui. Moi, dans le fond, ce que j'aimerais entendre de M. Berthelot, c'est de venir dire à la population comment se situe la ville par rapport à sa santé financière. Moi, je trouve ça important que la population sache où est-ce qu'on est, puis comment ça va. Ben, évidemment, avec un surplus là, dans l'année 2020 égale à peu près, on double ou à peu près, non? Ah non, c'est pas faut tenir compte du 300. Mais bref, on est passé de 800 à 1 055 000, ce qui correspond à peu près, quand on regarde le budget de fonctionnement annuel, c'était de 6 millions presque. Là. Alors, on a à peu près un 15 ou 16 du budget annuel en réserve. C'est quand même confortable. On a déjà vu, ça je pense que je partageais en discutant tantôt avec M. Huard. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça là, déjà à Passepébiac. Moi, j'ai pas vu ça depuis 25 ans. Comme qu'ils disent, minimum. Là, ça se peut parce que moi, ça fait même plus que 30 ans que je le fais, puis j'ai pas souvenir non plus. Des fois, la mémoire peut nous jouer des tours, là, mais moi, j'ai pas souvenir. C'est quand même, en général, une très belle année, si on peut dire. Ah, c'est clair. Super. Merci. Est-ce que dans la salle, il y en a qui auraient des questions un peu qui pourraient être posées à M. Berthelot? C'est sûr que tantôt, moi, je vais faire mon rapport du maire, puis je vais étaler un peu ce que M. Berthelot vient de mentionner de façon différente. Mais je pourrais répondre à certaines questions aussi tantôt. Soyez à l'aise. M. Berthelot est là aussi pour répondre. Si c'est beau, ben, c'est clair. merci beaucoup, M. Berthelot. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite un bon match. Merci. Bon retour. Bonne fin de rencontre et bon match. Donc, vous comprendrez que c'est le dépôt et la présentation du rapport financier qui a été fait. On n'a pas de résolution en tant que telle à part, donc c'est un dépôt, présentation. Et de la même manière, moi j'ai quand même au point 27 un rapport du maire et des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe à faire. Puis, naturellement, j'ai une obligation en vertu de la loi Cités et Villes, l'article 105.2.2, de faire part des dépenses d'au moins de 25 000 $, les contrats qui ont été donnés. Vous allez voir que j'ai été un petit peu plus loin de ce que la loi me demande. Juste une question de transparence, tout ça. Là. Donc, seulement pour vous dire que, comme vous le voyez ce soir, il y a eu la présentation de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton, qui a procédé à l'audit justement des états financiers au 31 décembre 2020. Et comme mentionné, la Ville avait un budget de fonctionnement de 5 964 769 pour l'année 2020. Toutefois, le résultat réel des états financiers s'élève à 5 766 787. Donc, cet écart est dû en partie à la pandémie, parce que moins de services ont pu être offerts à la population en culture et en loisirs surtout. Donc, moins de revenus en même temps. Oui, moins de dépenses, mais moins de revenus en partant, là, parce que il y a pas de spectacle, rien, il n'y a pas de service qui est donné, les gens payent pour ça.
Donc, c'est moins de revenus, entre autres. Autre point important concernant le montant de l'écart aussi, il importe à mentionner que quand il y a eu la préparation du budget, on avait prévu une cession de produits de la ville, camions-tracteurs, qui on l'avait mis à ce niveau-là, 415 000 $. Mais en fin de compte, il y a un des camions qui n'a pas été vendu parce qu'il ne répondait pas aux normes pour le CEGER, autrement dit le Centre de gestion des équipements roulants. Et de la façon que les comptables le gèrent, c'est qu'ils l'ont mis justement dans les produits de cession beaucoup plus bas. Donc, on voit la démarcation qui se fait un petit peu plus tard dans les états financiers. C'est ça qui explique un peu le fait qu'il y a eu moins de revenus. D'autre part, les états financiers démontrent un excédent de 546 000, comme vous l'avez compris tantôt, et 455 $, qui s'explique en partie par des produits de cession, je l'ai mentionné tantôt, que la Ville a effectués. Et considérant l'excédent de l'exercice, la Ville se retrouve à un sol accumulé, comme M. Berthelot l'a mentionné, affecté et non affecté, 2 055 494. Il y a du affecté et du non affecté. Vous allez voir que dans 2 résolutions qu'on va faire, les suivantes, on va venir affecter des argents de ce surplus-là pour certains travaux qu'on veut compléter en 2020. Donc, c'est seulement par une résolution municipale qu'on peut le faire. Et on n'a pas besoin de faire plus que ça. Et vous allez voir que c'est quoi le principe exactement. Donc, il y a déjà des argents, par contre, à l'intérieur du 1 055 000 qui est cumulé, d'environ 400 000 pour des choses qu'on a déjà affectées. Donc, mais par contre, il reste quand même le restant du montant du 1 million là, qui est disponible pour faire d'autres choses. C'est ce qu'on va faire tantôt. Entre autres, pas au complet, mais une partie. Fonds de roulement, comme il m'a posé la question, c'est un fonds de roulement de 200 000 qui avait été fait au début des années 2000, exactement pour permettre au conseil de ville, si jamais il y avait, pour respecter toujours le budget, parce que vous savez qu'on doit toujours faire un budget équilibré lorsqu'on le dépose. Donc, s'il arrive un pépin quelque part dans l'année, un ajout, le fonds de roulement vient nous permettre d'aller emprunter notre propre argent, mais on a l'obligation par la loi de le remettre à tous les ans jusqu'à un maximum de 5 ans pour le remettre. Donc, si on va emprunter 50 000, bien, on a 5 ans pour rembourser ces montants-là. Et, bonne chose, là, on est rendu à 157 733 qu'on peut récupérer. Ça veut dire que c'est environ 43 000, 42 000 quelque chose, qui reste à payer. Donc, il y a eu des remboursements qui ont été faits dans les dernières années. Ça va bon train. Parce qu'il avait été pas mal entamé antérieurement. Donc, ça démontre encore là un autre aspect financier positif de la façon de gérer Passe-le-Bien. La dette de la Ville à long terme s'élevait au 31 décembre 2020, comme on l'a mentionné, 12 476 755. Donc là, il y a une baisse par rapport à 2019, une baisse d'1 304 000. Donc, on est moins endetté qu'un an auparavant. La charge réelle aux citoyens représente 8 428 638, soit une baisse par rapport à 2019 de 412 000 $. Donc, les gens, les contribuables, ont 412 000 $ de moins en dette sur la charge fiscale de la Ville de Passe-le-Bien. Donc, encore là, c'est des éléments positifs pour démontrer la santé financière de la Ville. Je n'ai pas plus loin que ça pour la question des états financiers, mais je vais vous présenter d'autres choses aussi. Les contrats supérieurs à 25 000, comme je le mentionnais tantôt, puisque M. Berthelot l'a mentionné, en fait part un petit peu plus longuement tantôt. Donc, les contrats supérieurs à 25 000, il y a eu Harpo Firme Conseil pour un montant de 55 762 et 60 sous. Construction 88 Incorporée, 43 426 et 6. Le CEGER, 316 527 et 72. Eurovia, qui est l'asphaltage, 598 482 et 99. Ensuite, on a Exploitation Jaffa, qui est 236 582 et 99.
Léonard Loisel et Fils incorporé, 219 503,60. D'ailleurs, tout ce que vous voyez, que je vous mentionne, le rapport du maire, vous allez avoir ça aussi via le journal de Passepaya éventuellement. Il va sortir, puis tout ça va être dedans. Et incluant les rapports financiers. Donc, municipalité de Saint-Alphonse, où il y a le lieu d'enfouissement technique, le LET qu'on appelle, 210 278,05 $. Nord-Astello incorporé, 37 361,43 $. Option aménagement, 45 690,92 $. Ensuite, pétrole C. Poirier incorporé, 53 183,80 $. Rénoflex, 30 539,51 $. Saint-Onge GASL, firme d'avocat, 39 368,25 $. Donc, ça, c'est pour les contrats de 25 000 $ et plus. Ensuite, pour la réalisation ou les réalisations de l'équipe municipale, quand je mentionne l'équipe municipale, c'est le conseil municipal, mais c'est aussi, naturellement, les employés municipaux. Parce que sans eux, on ne peut pas effectuer tous les projets qu'on voudrait faire. Puis, naturellement, je l'ai mentionné tantôt aussi, on a nos bénévoles, il ne faut pas oublier. Là. Mais pour l'équipe municipale, il y a eu, en 2020, dépôt de l'étude de faisabilité subventionnée pour alimenter en eau potable la municipalité de New Carlisle. C'est un dossier qui est toujours en cours. L'étude est terminée. Est en cours dans le sens qu'on attend des nouvelles de New Carlisle pour savoir si, effectivement, il embarque dans le projet ou pas. Démarche pour la réalisation du projet de l'usine de pêche MDM. On sait que c'est un projet qui, ça fait environ 10 ans qui dure. Moi, ce que je sais, je peux vous donner, c'est que c'est pas nous le promoteur, c'est MDM, naturellement, mais je sais qu'ils travaillent sur le dossier toujours. On peut penser qu'ils ne travaillent pas dessus, mais ils travaillent sur le dossier, ça avance à petits pas, mais ça avance. Donc, on fait des démarches régulièrement avec eux autres. On les aide à passer à travers de tout ça. Ensuite, signature d'un bail amphithéotique avec la commission scolaire pour le terrain à l'est du complexe sportif, pour l'éventuel parc récréatif. Ensuite, adhésion au service bancaire de Desjardins. Taux de taxation maintenu à 1,07 $ du 100 $. Installation du STEC, autrement dit le syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec. En janvier 2020, ils ont rentré dans leurs nouveaux locaux. Démarche entreprise afin d'avoir une dentisterie à Passepébiac. C'est un dossier qui est toujours en cours, qui est complexe, qui n'est pas nécessairement facile, mais on continue à espérer qu'on réussira. Ensuite, mandat de projet piscine, monticole, parc récréatif qui a été lancé. Les demandes de subventions diverses, dont celles que je viens de mentionner. Les démarches MADA, politique familiale, ça a été entamé l'an dernier, mais là, on va voir avec les sondages. D'ailleurs, j'invite la population, je l'ai fait hier, mais je les invite vraiment fortement à remplir le sondage. C'est important pour connaître les besoins des citoyens. Ensuite, ajout de placettes et de vélos à Saint-Pédis, parce qu'il y avait surtout sur la 132. Là, on a grandi un peu partout. Analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable. Il y a eu un bouteille de thon au profit du comité jeunesse et familles. IGA avait remis un montant de 1 547,30 $. Ensuite, le dossier archives, achat d'étagères et de travaux d'archivage qui a commencé l'année dernière. Un ménage qui a été fait, mais cette année, on a engagé quelqu'un qui va continuer à vraiment mettre ça en place. Ensuite, il y a eu une plantation de 1500 arbres entre le complexe sportif et l'ancienne Arena l'an dernier. Sondage sur les besoins en logement de Passepébiac. Mise en place d'un comité sur la question du logement. Rénovation de logements sur la rue Mal-de-Mai. Démarche pour l'hébergement pour les maisons des aînés. Ensuite, on a gagné, la Ville de Passepébiac, un prix Village Relais pour le principe des vélos fleuris. Donc, on était bien content de recevoir cet honneur. Il y a eu des veillées musicales qui ont été organisées par Mme Nathalie Solange Castillou l'an dernier aussi. Il y en avait eu l'autre année, dans le cadre de la politique familiale à l'été. Il y a eu une obtention de 30 000 $ pour le faire, pour les initiatives que la Ville fait, autrement dit, avec les engagements de personnel pour le tourisme et améliorer les infrastructures éco-touristiques. Comité d'embellissement qui a toujours travaillé pour les décorations de Noël, les fleurs et autres dossiers, dont
l'affichage des entrées de ville avec des œuvres d'art qui va atteindre le but en septembre. Concertation avec la Ville, le comité jeunesse a organisé une fête d'Halloween, un défilé du Père Noël. La Ville a organisé un village du pôle Nord et la lettre au Père Noël, entre autres, qui était pas seulement pour les gens de Passaiviac, mais pour la région. Installation d'un sapin de Noël à Saint-Pédis, coin de la 5e et la rue Saint-Pédis, proche de l'aire où est le bureau de poste. Et ça, c'est grâce à l'acceptation de M. Stephen Momani et Mme Nathalie Huard qui ont accepté qu'on puisse se connecter l'électricité directement dans leur garage. Donc, contribution au club des petits déjeuners, contributions diverses à plusieurs organismes de la région et du milieu, contribution à la Guignolée, 3 000 $ quand même environ, pour ne pas dire 3 100 $. Fin des travaux de la réfection de la rue D, entre la voie ferrée et la 3e avenue Ouest. C'était pour un dossier d'égout aqueduc nouveau et aussi l'asphaltage. Réalisation du pavage de la rue D entre la 3e avenue et la 5e avenue. Donc, un investissement de plus d'1 047 000. Il y a eu des subventions naturellement attachées à ça, mais des règlements d'emprunt qui n'ont pas trop impacté la charge fiscale pour le moment. Asphaltage effectué dans nos rues et avenues pour plus de 300 000 $ aussi, qui inclut l'asphalte froide et chaude et le colmatage des fissures. On avait fait environ 15 000 $ de l'asphalte, de colmatage de fissures. Ensuite, il y a eu une annonce en septembre d'une subvention de 3 590 $ pour la réfection de la 3e avenue Est et d'une portion de la rue Saint-Pédis. La réalisation est prévue pour 2021. Il y a encore quelques petits détails à régler, mais ça s'en vient. On l'espère bien. Annonce du TAPU, soit du transport actif en périmètre urbain. C'est une annonce d'1 045 000 pour justement les projets de pistes cyclables, mais qui a une portion de 376 000 qui va être inclus à même le projet de la 3e avenue et la rue Saint-Pédis. Il y a eu l'installation des glissières de sécurité dans différentes rues, dont aussi les glissières qui ont été corrigées dans la côte du Banc. Donc, ça, c'est des gros investissements qui ont été faits à ce niveau-là, assurer la sécurité routière. Demande de modification du tracé de la route 132 au feu de circulation au Tim Hortons. J'imagine que dans la salle, vous avez sûrement arrivé sur le coin de la lumière puis être obligé d'attendre en arrière pour être capable de poursuivre votre route vers l'ouest. Donc, il y a eu une demande, ça fait plus d'1 an. Juste pour faire du pouce un peu, on m'a mentionné que ça pourrait prendre 2 ans, 2 ans et demi avant d'avoir une réponse effective à ce niveau-là. Puis c'est pas sûr qu'ils vont décider de faire quelque chose. Mais on a proposé une modification du tracé, puis c'est à suivre. Réfection des portes de l'ancien garage municipal et aussi sa partie de front. Cette année, on s'en entame, là, vous avez vu hier, là, on parle de faire d'autres aménagements, dont la toiture, pour finaliser le projet. Adjudication d'un contrat de 5 ans pour les matières résiduelles, matériaux secs et recyclables. Investissement en équipement pour le service incendie de plus de 30 000 $, en plus d'une modification d'une camionnette d'urgence qui a été effectuée. Mandat au consultant M. Alain Côté pour l'achat du camion de pompier, qui la livraison est prévue pour novembre 2021. Appui au projet de l'administration portuaire pour construction de rampes de mise à l'eau. Embauche d'un nouveau directeur général en fin juin, début juillet, soit M. Denis Langlois. Fait une création d'un poste de stagiaire en urbanisme aussi en 2020. Activités, il y a eu différentes activités du 1er janvier au 31 décembre, naturellement, 2020, au Centre culturel, malgré qu'il y a eu des annulations. Celles qui ont été tenues, il y a eu 14 représentations de cinéma, 2 expositions, 31 événements corporatifs, donc des locations de compagnies qui louent, 35 ateliers loisirs, 14 spectacles en chanson, 1 pièce de théâtre, 2 spectacles d'humour, 1 de danse, 6 en art de la parole, 3 causeries, soit un total de 109 activités qui ont été tenues malgré la COVID.
Des annulations, il y en a eu plusieurs. Il y a eu 9 présentations de cinéma qui ont été annulées, 2 expositions, 21 événements corporatifs, 25 ateliers loisirs, 13 spectacles en chansons qui ont été annulés, 2 pièces de théâtre, 5 spectacles d'humour qui ont été annulés, 1 de danse, 1 en art de parole, 4 causeries, soit un total de 83 annulations. Journée de la culture en septembre, rencontre internationale de la photographie qui a été renouvelée l'année passée pour 3 ans. Entente de développement culturel de 3 ans avec le ministère de la Culture et des Communications. Engagement d'une ressource, soit Mme Camilla Pilon, dans le but d'établir un ou des circuits patrimoniaux. Donc, Mme Pilon travaille toujours pour la Ville dans ce projet-là. Démarche afin d'acquérir l'œuvre d'art de la salle d'attente du CLSC, parce qu'ils sont en rénovation présentement. On a fait une démarche au conseil municipal pour conserver cette œuvre d'art-là. Par contre, il n'y avait pas de moyens présentement pour l'installer, il n'y avait pas de financement. Là, le CLSC, autrement dit le C3S, a décidé de l'entreposer en attendant. Et lorsqu'on aura besoin, on pourra décider où qu'on pourra le mettre. Parce qu'il y a quand même pas seulement l'installation, mais il y a aussi un peu de la rénovation à faire sur cette œuvre d'art-là. Donc, ça représente des coûts. Aide financière, naturellement, de 20 000 $ au site historique national du banc de pêche. Réalisation d'une étude pour valoriser le presbytère et l'église anglicane, bibliothèque municipale, autrement dit. Vous savez qu'il y a eu une annonce de subvention en 2021, mais ça sera dans le rapport futur, mais il faut le dire pareil, c'est quelque chose comme pratiquement 2 millions qui pourraient être investis dans ces 2 bâtiments-là pour les remettre à jour. Je vous dirais que ça a été une année prospère, malgré une situation corsée en gestion des ressources humaines et des communications. L'ensemble du Québec a dû jongler avec un contexte très particulier. La Ville de Passepouillac n'y a pas échappé naturellement. L'administration a relevé ce défi avec brio. Tant les employés municipaux que votre conseil municipal et le syndicat des employés municipaux de la Ville ont travaillé en concertation afin de faire les ajustements du milieu de travail de chacun des services, soit du télétravail, des mises à pied pour certains, implantation de nouveaux outils de communication, les appels de conférences, plateformes Zoom, Teams, etc. Les mises en place de mesures sanitaires pour protéger nos citoyens et naturellement nos employés. Plusieurs rencontres d'équipe avec les directions pour établir l'ouverture ou la fermeture de certains services, de certains bâtiments de la municipalité, selon les zones déterminées par le gouvernement et la santé publique. Des rencontres multiples avec les C3S, la MRC, la santé publique pour les conseils sanitaires, c'était régulier. Au surplus, gestion de crise, des communications avec la population, les employés pour les rassurer la population, les employés. Aussi parler dans les médias beaucoup plus souvent qu'à l'habitude pour justement tempérer un peu les inquiétudes de certaines personnes, de la population. Et naturellement, juste pour faire un petit rappel, il y a eu quand même la visite des agents de promotion et de la prévention de la santé qui sont venus à Passepouillac. Il y a eu différentes interventions dont le docteur Jean-Louis Lévesque et toutes les interventions que les employés ont dû faire et le conseil municipal et naturellement moi-même et le directeur général. Donc, ça a amené son lot d'inquiétudes, mais beaucoup de traitements de dossiers. Et malgré tout ça, même avec la CNSST, parce qu'ils ont venu faire leur tour pour dire comment ça devrait être. Donc, ça a été fait tout en effectuant naturellement nos tâches, en présentant différents dossiers de développement, en continuant quand même à faire notre travail, en continuant les employés à faire leur travail. Et comme le thème de la Fête nationale le dit si bien, la population de Passepouillac est tissée serrée. Donc, c'est pour ça qu'on a réussi à s'en sortir de belle manière et avec brio. La population, félicitations à la population d'avoir été là et d'avoir entendu le message pour la pandémie. Et merci au conseil municipal, naturellement, pour leur gestion, leur travail énorme par rapport au développement, mais aussi à la gestion du conseil de ville et des argents des citoyens. Donc, sur ce bel état financier, un autre viendra sûrement pour l'année 2021, on ne peut pas y échapper.
qui décrochera aussi un bien beau sourire positif à nos citoyens, parce que je pense que 2021 va finir quand même très bien aussi. D'ici la fin de mon mandat, j'espère de tout cœur que le conseil municipal, puis là c'est un message que je leur lance en même temps parce qu'ils ne savent même pas, j'espère que de tout cœur que le conseil municipal permettra l'engagement d'une ressource en développement afin de prospérer vers un avenir des plus prometteurs pour Passepébière. Donc, je nous souhaite que nos postes disponibles seront comblés rapidement afin de rendre l'appareil municipal encore plus performant. Donc, ceci étant dit, voici, c'était mon rapport pour les états financiers de l'année 2020. Ceci étant dit, le point 27 serait passé, mais si les gens de la salle qui auraient des questions ou commentaires, bien, je suis prêt à les prendre. Si c'était suffisant, bien, on peut poursuivre. C'est comme vous voulez. Peut-être qu'il y a des conseillers, conseillères qui voudraient faire un commentaire. Oui, question? Je vois ici que c'est 12 millions de dette à long terme. Oui, environ. Ce que je voudrais savoir, c'est la route d'œil, il suffit que ça a été fait en 2020. Est-ce que notre emprunt rentre là-dedans? Il y a une partie de l'emprunt qui est déjà la partie du chemin de fer à la 3e avenue. Il y a une partie qui est intégrée dedans parce que le règlement d'emprunt, il fallait qu'on ait l'autorisation avant même de commencer le dossier. Et le dossier, je vous rappelle, qui a été commencé en 2019. Tardivement, mais 2019, et est terminé en juin 2020. Mais la partie de la rue D entre la 3e et la 5e avenue, ça va être pour l'année financière. Oui, ça a commencé pour 2020. Oui, dans 2020 aussi. 2021. La deuxième partie qu'on a faite, ça va être en 2021. Bien, la prochaine. Okay. La prochaine. Là, on a fait des démarches, comme vous le savez, pour obtenir le reste de la rue D, qu'elle soit complétée. On attend toujours des nouvelles. Surtout qu'on a des nouvelles qu'on peut transmettre à la population, on le fera. Mais on est en démarche pour être capable de réaliser la rue D au complet avant la fin du mandat présent. Ça veut dire que la 3e avenue, que le bout de Saint-Pédis va embarquer en 2021, la dette? Elle va embarquer en 2021 et 2022, oui. Bon. Et Luc? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va... oui, monsieur le maire, c'est pas de question. Moi, je veux rajouter quelque chose ou quoi que ce soit, parce que je suis fier des états financiers et tout ça. Je vois qu'on avait pris du temps pour donner la machinerie à Ségère. Je pense qu'on a fait une bonne chose, parce qu'on a présentement, on a de la machinerie qui est neuve, puis toujours en bon état, puis on a quand même sauvé des argents sur ça. Si je regarde aussi, on a eu des gros montants qu'on a payés, qu'on s'y attendait pas. Je n'aimerais pas c'est quoi au juste, là, mais on a réussi à les payer. Puis, si je regarde la santé, on est quand même confortable, tout ça. Les chiffres démontrent quand même que le conseil a très bien géré, même les états financiers de la ville, et sans augmenter les taxes. Des fois, quand c'est négatif, on a des rapports qui sont négatifs, mais là, c'est quelque chose qui est positif. Ça fait que je suis fier d'avoir ces états financiers-là. Je suis fier de moi. Je me félicite. Je félicite le conseil quand même. Puis, j'espère pour l'an prochain, comme tu disais tout à l'heure, ça va encore être aussi efficace. Merci de votre commentaire. Puis d'ailleurs, je peux vous rajouter que c'est sûr que la question de Ségère, on avait pris le contrat pour 5 ans et ça prend quand même toujours quelques années avant de vérifier pour s'assurer que c'est vraiment correct ce qu'on a fait. À première vue, on a jugé que c'était une bonne chose, puis on sauve en personnel, mais juste pour vous dire, concernant l'entretien, habituellement, juste dans le rapport qu'on vient d'avoir pour 2020, je peux vous dire tout de suite qu'il y a minimum 200 000 $ qui ont été sauvés sur l'entretien, etc. Que Ségère, oui, coûte plus cher que 200 000 $, mais si on calcule qu'il y a moins de personnel, qu'on n'a pas besoin de gérer ce personnel-là, et d'autres
d'autres éléments que je ne mentionne pas là parce qu'il faut faire une étude un petit peu plus exhaustive pour venir dire que c'est vraiment une bonne chose. On le verra plus tard, mais moi, je pense que c'est une bonne décision qu'on avait prise. Je félicite le conseil, mais je félicite aussi les employés, les pompiers qui font du très bon travail aussi. Puis c'est ce qui arrive quand les gens travaillent ensemble. Absolument. Je vous dirais aussi que oui, c'est vrai que c'est une bonne gestion. Toutefois, ne pas augmenter les taxes, c'est pas nécessairement vrai que ça dit que c'est une bonne gestion. Dans certains dossiers, dans certaines villes, qu'on pourrait dire, oui, c'est bon de ne pas augmenter certaines taxes, mais idéalement, on devrait voir des augmentations au moins du coût de la vie à chaque année. C'est ça qui serait supposé, plutôt que d'arriver avec une taxe massue à 4 ans plus tard, et que les gens disent, on n'a jamais eu avant, on était bien content, mais là, c'était un gros morceau à avaler. C'est mieux de dire que tu mets 2 le coût de la vie, quelque chose de ce genre-là, à tous les ans. C'est plus facile à avaler. Les gens voient pourquoi le coût de la vie monte, etc. Puis on s'ajuste plutôt que s'ajuster à la dernière minute avec des gros montants. Mais, ceci étant dit, je pense qu'on a pu ne pas augmenter pendant les dernières années parce qu'on s'est créé une marge de manœuvre en faisant la gestion des ressources humaines, etc. Mais, encore là, n'oubliez pas mon agent de développement. Tu y tiens, tu vas ça de Oui, j'y tiens. J'aimerais bien ça le voir un jour. Oui, on en discutera. Là. C'est juste un clin d'œil que je vous envoyais. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, la présentation est faite. Le point 28, c'était la période de questions, là, comme je le mentionnais. On s'est rendu au point 29. Affectation du surplus accumulé, matériel roulant, 100 000 $. Donc, le conseil de ville, en bonne gestion, veut s'assurer d'avoir un certain montant déjà en main, réservé, dans l'éventualité que les prochains conseils municipaux décidaient de ne pas renouveler un mandat avec ces gens. Donc, pas se retrouver le bec à l'eau et dire « Oh, puis j'ai un gros investissement à faire ». Et c'est pour ça qu'on veut s'assurer avec un 100 000 $ qu'on mettrait ce soir, du surplus accumulé, que vous avez entendu les chiffres tantôt. On prendrait un 100 000 $, on viendrait affecter ce 100 000 $ pour ça, pour mettre dans une réserve pour une éventualité. Puis les prochains conseils municipaux, je les inviterai plus tard, je les invite à ce que plus tard, à chaque année, ils le fassent la même chose pour arriver qu'on puisse, si jamais c'est le cas, racheter notre machinerie puis de ne pas trop impacter la charge fiscale sur les contribuables. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions, commentaires, mais sinon, on va s'en prendre. Je pourrais faire la proposition. Donc, M. Henri Alain propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, merci beaucoup. Ensuite, au point 29, donc, naturellement, ça, c'est pour autoriser. Tantôt, le 28, c'était pour autoriser que le directeur général puisse faire la réserve. C'est 29, excusez-moi. Oui, 29, oui, excusez, oui, 29. Et le 30, c'est un peu le même principe, toujours M. Denis Langlois, mais c'est pour affecter un montant de 350 000 pour s'assurer d'avoir au moins 50 % de financement par les aides financières et subventions, mais aussi par notre réserve de 350 000 pour être capable à même de réaliser le projet de la rue Saint-Pédis, 3e avenue S, dès cette année. Et donc, on viendrait affecter un 350 000 $ pour être capable de poursuivre dans le dossier. Et donc, il y aurait un règlement d'emprunt à faire simplement de 50 % du montant. Là. Donc, si c'est pas de question, commentaire, oui. Donc, Mme Nathalie Cassu propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, merci beaucoup. Donc, je veux juste voir si j'avais pas écrit quelques petites notes là, pour... des fois, j'ai des petits messages, mais j'ai fait tantôt. Donc, c'est beau. Point 31, ça me prend quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Monsieur Duchesneau, merci, Monsieur Hubert aussi. Donc, c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Et merci à toute la population, les gens qui se soient déplacés, je dis à toute la population, mais oui, merci à toute la population d'être
là pour le conseil municipal suivre tout ça. Donc, merci. Et la prochaine, ça va être au mois d'août, le 16 août, je crois. Effectivement ça. Et ça se tiendra à la salle culturelle, naturellement, où est le centre culturel. Merci beaucoup. Au revoir.